Bonjour chers élèves, bienvenue dans le corrigé de la série spéciale suivie de réactions chimiques. Je vais corriger dans cette partie l'exercice numéro 2. Donc dans la première vidéo, j'ai déjà corrigé l'exercice numéro 1. Donc vous allez trouver bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, je vais passer à l'exercice 2 qui est un exercice bac de Liban. Donc là, c'est un objectif, l'exploration d'une grotte. Donc on va essayer de suivre une réaction chimique par deux méthodes, soit par mesure d'un volume d'un gaz qui est dégagé, soit par mesure de la conductimétrie, ou bien la conductivité, d'accord? Donc voilà les données, température ambiante, donc on va travailler à température constante, on va travailler à pression constante, on va dans la loi des gaz parfaits, la constante des gaz parfaits dans les systèmes internationaux, donc notez bien dans cet exercice, faire très attention aux unités, chaque fois que vous utilisez la pression. On va dans les masses molaires, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, la densité d'un gaz par rapport à l'air, et on vous dit, on réalise, dans un ballon, on réalise une réaction entre le carbonate et l'acide chlorhydrique et dégagement de CO2 et de l'eau. Un élève verse dans un ballon un volume Vs égale à 100 ml d'acide chlorhydrique de concentration 0,1 mol par litre et il introduit 2 g de carbonate de CaCO3. Tandis qu'un camarade va déclencher le chronomètre. Les élèves relèvent les valeurs de CO2 de dioxyde de carbone dégagé. Donc ils vont mesurer le volume de CO2 qui est dégagé. Ils reportent alors les résultats dans ce tableau. T égale à 0, 0. Ensuite, à chaque instant, on note le volume de CO2 dégagé. Voilà l'équation de la réaction. Donc les carbonates vont réagir avec l'acide chlorhydrique qu'on a versé. Il va y avoir dégagement de CO2. Et on mesure le volume de CO2 dégagé. Donc, expérimentalement qu'on fait, en fait, le volume de CO2 dégagé va, je vais vous montrer le montage tout à l'heure, dans une prouvette, va déplacer l'eau. Si on mesure la quantité d'eau qui est déplacée, on va remonter, on va savoir le volume de CO2 dégagé. Bien, les questions. Calculer la densité de l'air par rapport à l'air de dioxyde de carbone. Et si on travaille dans une grotte, par exemple, dans quelle partie de la grotte va se trouver CO2? C'est la partie inférieure ou la partie supérieure? Déterminer les quantités de matière initiale de chaque réactif, tableau d'avancement, vraiment les questions classiques de chimie, exprimer l'avancement de la réaction en fonction de volume de CO2 dégagé, température, pression et la constante des gaz parfaits, déterminer la valeur de X à 20 secondes, calculer le volume de gaz minimum, maximum susceptible d'être dégagé par cette réaction chimique. Les élèves ont calculé les valeurs de l'avancement X et ont reporté les résultats sur le graphe que vous allez voir dans la suite. Déterminer alors la vitesse volumique de réaction en fonction de X, justifier sa variation en fonction du temps, définir T1,5, déterminer sa valeur. Ensuite, la température de la grotte doit être explorée, qu'ils vont explorer, en fait, elle est inférieure à 25 degrés C. Quel est l'effet, donc facteur cinétique, de l'abaissement de la température sur la vitesse volumique de réaction à T égale à 0? Est-ce qu'il va augmenter, est-ce qu'elle va diminuer? Et tracer l'allure de l'évolution de l'avancement en fonction du temps dans ce cas-là, c'est-à-dire pour une température inférieure à 25 degrés C. La réaction précédente, même réaction, peut aussi être suivie par mesure de la conductivité. Donc faire l'inventaire des ions présents. Quel est l'ion spectateur? On observe expérimentalement une diminution de la conductivité, justifier son calcul pourquoi sigma va diminuer. On va dans les conductivités ioniques molaires des différents ions. Calculer la valeur de la conductivité à T égale à 0. Montrer que la conductivité est reliée par cette relation. Et calculer la conductivité pour la valeur maximale de l'avancement. Juste pour une remarque, vous voyez, des fois on vous donne la réponse à une question précédente dans la suite. Là on vous demande de calculer sigma t égale à 0. Et là on vous dit montrer que sigma. Donc vous allez trouver dans sigma t égale à 0, parce que t égale à 0, x égale à 0, il faut trouver ici sigma 0 est égal à 4,25. Hein? Vous avez déjà la réponse. Bien, donc voilà l'exercice que j'ai déjà posté il y a quelques jours sur la chaîne. J'espère que certains d'entre vous l'ont bien travaillé et on va essayer de faire la solution. Première question, la densité de CO2 par rapport à l'air. Vous savez que la densité d'un gaz, par définition, la densité d'un gaz,
C'est égal à quoi? C'est égal à la masse molaire du gaz divisé par 29. Donc ça, c'est la densité d'un gaz. Donc, il suffit de calculer la masse molaire de CO2, c'est la masse molaire du carbone, CO2. C'est 16 plus 16, 32, plus 12, ça fait 44 grammes par mol. Donc ça vous donne 44 grammes par mol divisé par 29 grammes par mol. Bien sûr, la densité n'a pas d'unité. Donc, vous allez faire, on va trouver 1,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le CO2, il est plus lourd que l'air. Donc, dans quelle partie de la grotte il va se trouver? Donc, la densité du gaz D est supérieur à 1, ce qui implique le CO2 va se retrouver, ou bien va s'accumuler, c'est-à-dire là où il va se retrouver, s'accumuler, dans la partie inférieure de la grotte. Dans la partie inférieure de la grotte, parce qu'il est plus dense que l'air. Et CO2, bien sûr, il est dangereux. Donc, les spéléologues doivent éviter de rencontrer ce problème de CO2. Bien, question suivante, on vous dit déterminer les quantités de matière des réactifs. Donc, les réactifs, ils sont de deux types. Vous avez un réactif solide, un réactif liquide. Vous savez que pour un réactif liquide, le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume, alors que pour un solide, c'est la masse divisée par la masse molaire. D'accord? Donc, la concentration, c'est donné, le volume, c'est donné. Donc, il est en mol par litre. Ça, c'est en litres. Donc, on va déterminer la concentration, le nombre de moles, concentration en mol par litre, multiplié par litre. Ça va être directement le nombre de moles. Donc, 10 moins 2 moles. Là, la masse de CaCO3, il faut le calculer, la masse molaire. Hein? Donc, c'est 100. Il faut faire 2 fois la masse du carbone, la masse du calcium, plus la masse du carbone, plus 3 fois la masse d'oxygène. Vous allez trouver exactement 100, 2 sur 100. Donc, ça vous donne 2,10 moins 2 moles. 2,10 moins 2 moles. Bien. Tout de suite, on connaît la quantité de matière initiale. Donc, on va remplir le tableau d'avancement que j'ai déjà préparé. À t égale à 0, bien sûr, x égale à 0. En cours, l'avancement, c'est x. À l'état final, c'est x final. Là, on va mettre les quantités de matière initiale de CO2. C'est combien? C'est 2,10 moins 2. Donc, 2,10 moins 2 moins combien? J'ai un facteur 1, donc moins x. Là, j'ai H3+, bien sûr, la quantité, c'est C fois V. C'est 10 moins 2. 10 moins 2, mais moins 2x. Faire attention, moins 2x. Bien sûr, ici 0, ici 0. L'eau, on va considérer qu'elle est en excès. Donc, vous allez avoir ici juste moins x, initial, pardon, c'est de 10 moins 2. Là, j'ai mis intermédiaire. Donc, on va enlever x, voilà, qu'est-ce que je raconte? 10 moins 2, voilà. Donc, en fonction de x, donc c'est 2, 10 moins 2 moins x. 10 moins 2 moins 2x. x. Et après, bien sûr, 2, 10 moins 2 moins x final, ou bien x max. 10 moins 2 moins 2x max, x max et x max. Bien sûr, parce que la réaction n'est pas... réaction finale, bien sûr, x max si la réaction est totale. Hein. Donc ça, sinon il faut mettre juste x final. D'accord? Mais là, on ne sait pas si la réaction est totale, donc je vais mettre x max. Réactif limitant. Comment on détermine le réactif limitant? Donc on va considérer si CaCO3, c'est le réactif limitant, donc CaCO3, réactif limitant, on doit avoir combien? On doit avoir x max égale à 2,10 moins 2. Donc on doit avoir x max égale à 2,10 moins 2. X max égale à 2,10 moins 2 mol. Si le H3 au plus, on doit avoir x max égale à 10 moins 2 divisé par 2. Faites attention, 2,10 moins 2 divisé par 2, ça veut dire si c'est H3 au plus, x max, ça sera égal à 5. 1 demi, c'est 5. 10 moins 1 fois 10 moins 2, ça fait 10 moins 3 moles. Ensuite, quel est le plus petit? C'est 2 ou bien 5. Bien sûr, le plus petit, c'est 5 10 moins 3. Hein? C'est 5 10 moins 3. Donc, le réactif limitant, c'est H3 au plus. Donc, c'est celui-là qui est le plus petit. Donc, on choisit toujours celui qui a la plus petite valeur de x max, c'est le réactif limitant. Donc, H3 au plus, c'est le réactif limitant.
le plus faible. Donc, c'est réactif limitant. H3 plus le réactif limitant. Et en même temps, on va dire X max est égal à 5, 10, moins 3 mol. Donc, en même temps, on détermine le réactif limitant. En même temps, on détermine la valeur de X max. Bien. Question suivante. Exprimer l'avancement en fonction de volume CO2, la température, la pression atmosphérique et la constante du gaz parfait dans l'exercice. Ça, le suivi par mesure de pression, ou bien là, fais attention, on suit par la mesure du gaz, du volume de gaz dégagé. Ça veut dire on travaille à pression constante et à température constante, 25 degrés. La pression, c'est la pression atmosphérique. Qu'est-ce que nous dit la loi du gaz parfait? Que la pression fois le volume du gaz égale le nombre de moles de gaz fois RT. Donc, je vais vers le tableau d'avancement et je regarde le nombre de moles de gaz total. Dans cette réaction, j'ai un seul gaz, c'est le CO2. Donc, le nombre de moles de gaz, c'est égal à le nombre de moles de CO2, c'est X, d'après le tableau d'avancement. Donc, j'ai la pression atmosphérique fois le volume de CO2 est égal au nombre de moles de CO2 fois RT. Et donc, nombre de moles de CO2, c'est X. Donc, toujours revenir au tableau d'avancement. Donc, on déduit que X est égal à la pression atmosphérique fois le volume de CO2 divisé par R fois T. Notez bien, et là, je note deux fois, notez bien. Dans chaque fois que vous travaillez avec la mesure de la pression, de la conductivité, le volume doit être en mètres cubes. Donc, dans le volume de CO2, on vous dit de calculer le volume, la X. Donc là, la question c'est gaz par exprimer la valeur et déterminer la valeur de X pour une valeur donnée. D'accord? On nous demande de calculer justement X pour T égale à 20 secondes. Donc je vais vers le tableau. À T égale à 20 secondes, le volume dégagé c'est 29 millilitres, mais il faut le transformer en mètres cubes. Ça, c'est notez-le en rouge, c'est des choses que vous oubliez. La pression, bien sûr, doit être en pascal, et les données en pascal, et la température en Kelvin. Donc voilà, X, ça vous donne 1,2 10 moins X, bien sûr, va être en mol. 1,2 10 moins 3 mol. Donc je répète, faites très attention, le volume, dans la loi du gaz parfait, doit être en mètres cubes. Bien. Quel est le volume maximum de CO2 qu'on peut avoir? Bien sûr, vous avez X en fonction du volume. Quand est-ce que le volume ce sera maximum? Si X est égal à X max. Donc, il suffit de remplacer X par X max dans cette relation-là. Et on va déterminer le volume maximal qu'on va mesurer. Bon, là, je vais faire une petite application numérique, si vous voulez. Donc, le volume maximum, allez-y. Donc, ça, c'est égal à X max fois RT sur la pression atmosphérique. D'accord? Et là, ça va vous donner un volume, ce qui implique un volume de CO2. Bien sûr, je vais les trouver en mètres cubes. Le calcul que je vais trouver ici, c'est en mètres cubes. Hein? Donc, c'est 1,21 10 à la puissance moins 4 mètres cubes. Si je veux le transformer en litres cette fois-ci, 1 litre, c'est 10 moins 3. Donc, ça vous donne 121 millilitres. Donc, le volume maximum de CO2. Donc là, c'est un exercice où il faut faire très attention aux unités. Donc là aussi, le calcul de volume que je trouve par la loi des gaz parfaits, il est en mètres cubes. Bien, je continue donc. La question suivante, exprimer la vitesse de réaction en fonction de X et volume de la solution. Donc là, c'est juste la définition carrément de la vitesse. C'est un survolume de la solution fois d de X sur d de T. Et on vous dit, bien sûr, comment évolue cette vitesse en fonction du temps. Donc là, il suffit de revenir. Donc, le volume de la solution est constant. Il dépend de d de X sur d de T. Je vous rappelle, d de X sur d de T, c'est la pente de la courbe X en fonction du temps. Donc, voilà la pente à t égale à 0. C'est en fait cet angle-là. Ensuite, cet angle. Voilà, vous voyez alpha, ici alpha égale à 0. Donc, l'angle maximum, il est obtenu, bien sûr, c'est t égale à 0. Donc, c'est en fait tangente cet angle alpha. C'est la pente de cette droite. Donc, si vous avez une droite, la pente, en fait, c'est tangente cet angle. C'est delta y sur delta x. Et vous voyez bien que cet angle-là, il est maximum à t égale à 0. Au fur et à mesure que la réaction évolue, cet angle va tendre à la fin vers 0. Des fois, on vous dit, expliquez quel est le facteur cinétique responsable de cette diminution dans notre cas ici. Bien sûr, c'est la diminution de la concentration des réactifs. Au fur et à mesure que la réaction augmente, la concentration des réactifs diminue. Donc, la vitesse de réaction va diminuer.
Bien, donc on passe donc à la question suivante. Question suivante, on était là. Donc définir T1,5. Bon, T1,5, vous savez tout ce que c'est. C'est le temps au bout duquel x est égal à x max divisé par 2. Donc on connaît déjà, on a déjà déterminé x max. X final dans notre cas ici. X final c'est d'après le tableau. Hein, donc on va aller vers le tableau. Donc voilà, donc x max c'est 5 10 moins 3, la moitié de 5 10 moins 3 c'est 2,5 10 moins 3, et je fais la lecture au tableau ici, et c'est à peu près légèrement supérieur à 50, donc 53, 54, dans ce cas-là, vous pouvez donner une valeur approchée, donc j'ai pris 54 secondes, d'accord, d'après le tableau d'avancement, bien sûr. Enfin, l'effet de la température sur la vitesse de réaction, bien sûr on vous dit, à la grotte, on va travailler, les élèves vont travailler à une température inférieure à 25 degrés. Donc, si la température diminue, qu'est-ce qui va changer? Elle va changer la vitesse de réaction. La vitesse de réaction va devenir plus petite, mais faites très attention, X max va être le même. D'accord? Donc, bien sûr, on va atteindre l'équilibre, mais avec un temps un peu plus long. D'accord? Et la vitesse de réaction, vous voyez bien, ça va diminuer. Donc, la vitesse de réaction T égale à 0, c'est cet angle, alors que T 25 degrés, c'est cet angle. Donc X final, il est le même. Faites attention, il ne change pas, il est le même. Par contre, bien sûr, la vitesse va diminuer. La vitesse à T égale à 0 va diminuer si on travaille à basse température. Bien. Voilà là pour la première méthode de suivi par la mesure de volume de CO2 dégagé. On va maintenant à une autre méthode suivie par conductimétrie. Donc on va dans la réaction chimique, on vous dit quels sont les inventaires des ions présents en solution. On commence par un ion spectateur, justement pour ne pas oublier. HCl, je vous dis toujours HCl en solution, il vous donne H3O+, et Cl-. H3O+, et Cl-. Donc vous avez Cl-, c'est un ion spectateur, il ne participe pas à la réaction, sa concentration reste constante, et plus les autres ions qui apparaissent en solution. Vous avez bien sûr l'ion H3O+, et l'ion Ca2+. D'ailleurs, ces trois ions, on vous donne les conductivités ioniques. Donc, il suffit de regarder quelles sont les valeurs de lambda qu'on vous donne pour savoir quels sont les ions qui sont présents en solution. Bien, justifier la diminution de sigma. Très bien. À T égale à 0, j'ai que H3O+, et Cl-. Au fur et à mesure que X augmente, qu'est-ce qu'on a? La concentration de H3O+, va diminuer, mais en contrepartie, la concentration de Ca2+ va augmenter. Donc, comme si je remplace un H3O+ par un Ca2+. Mais le fait que, donc, comment va évoluer le sigma, tout dépend de lambda, d'accord? Donc, le fait que, quelle est la conductivité ionique la plus grande? Donc, on nous dit justifier la diminution. Donc, on sait que donc, du fait que lambda de H3O+, est plus grande et supérieure à lambda de Ca2+, donc je remplace H3O+ par un autre ion, mais la conductivité ionique molaire de H3O+ est plus grande, donc la conductivité va diminuer. D'accord? Donc, c'est comme si vous remplacez H3O+ par un Ca2+. Chaque H3O+ disparaît, va apparaître Ca2+. D'accord? Donc, en fait, mais pourquoi la conductivité diminue? Parce que l'ion qui disparaît possède une conductivité plus grande que l'ion qui apparaît. Si c'était l'inverse, la conductivité devrait augmenter. Voilà comment on explique la diminution de la conductivité dans ce cas-là. Quelle est la valeur de la conductivité à T égale à 0? Bien sûr, à T est égal à 0, on n'a pas Ca2+. Sa concentration est égale à 0. Donc, il y a juste la concentration de H3O+ et de Cl- dont il faut tenir compte à T égale à 0. Donc, sigma 0. Donc, c'est lambda H3O+ plus lambda Cl- fois H3O+ initial qui est C. Là aussi, notez bien, en rouge, il ne faut pas mettre juste l'application numérique, tant multiplié par C qui est 0,1 mol par litre. Lambda, il est en millisiemens, mètre carré, mol moins 1. Donc, il faut transformer C qui est en litres, transformer C en mètre cube. Je le répète encore, c'est comme dans le cas de la pression. D'accord? Donc, C va être égal à 0,1 fois 10 moins 3, ça veut dire 10 moins 4 mètres cubes.
Voilà. Après, vous avez tout. Vous avez les lambda et qu'il faut transformer en Siemens pour avoir en millisiemens. Sinon, si vous laissez 35, le résultat, ça sera en millisiemens. Et si vous transformez en millisiemens, vous allez trouver sigma est égal à 4,25 siemens par mètre. Voilà la conductivité initiale sigma. Bien. Maintenant, on nous dit comment, d'ailleurs, vous voyez, montrer que sigma est égal, vous voyez bien, si x égale à 0, je trouve 4,25, c'est exactement la valeur qu'on a trouvée ici. Montrer que sigma, si on vous donne ce type de question, montrer que sigma est égal, toujours revenir au tableau d'avancement. Et tableau d'avancement vous donne la concentration de chaque ion qui intervient dans l'expression de sigma. Par exemple, le nombre de moles de H3 plus un instant t quelconque, c'est CV moins 2x. Pour CA2 plus, c'est x. Donc ça, c'est d'après le tableau d'avancement. Ah, d'après le tableau d'avancement. D'accord? Ensuite, il suffit de remplacer dans l'expression de sigma. Lambda H3 plus fois la concentration de H3 plus, qui est le nombre de moles divisé par le volume de la solution, plus lambda Cl moins sa concentration L, elle ne change pas, c'est la concentration initiale, et plus lambda Ca2 plus fois sa concentration, qui est X sur le volume de la solution. Ensuite, il suffit de mettre tout ce qui est constant d'un côté et tout ce qui dépend de X de l'autre. Donc, voilà X ici. Ah, X. X. Et tout ça, c'est une constante. Donc, C fois lambda, bien sûr, là, toujours transformer C en mètre cube, en mol par mètre cube. Hein, mol par mètre cube. Faire très attention. D'accord? Et vous allez trouver facilement 4,25 moins 580 fois X. Enfin, dernière question pour x égale à x max, calculer sigma. Bon, il suffit de remplacer x par sa valeur de x max et vous avez trouvé 1,35 siemens mètre moins 1. Bon, il se peut qu'on vous donne cette courbe-là, sigma en fonction de x. Et à partir de la courbe, on peut déterminer sigma initial, on peut déterminer sigma max, bien sûr. On peut déterminer pas mal de choses à partir de ce type de courbe. Donc voilà pour un exercice que je pense très complet. Sur le suivi, on a vu un peu la densité, on a vu comment calculer les quantités de matière, tableau d'avancement, vitesse de réaction, T1,5, suivi par deux méthodes, par mesure d'un volume d'un gaz dégagé et par conductimétrie. Voilà, c'est un exercice intéressant, essayez de le partager avec vos amis. Comme d'habitude, laissez-moi des commentaires. Très bon courage, bonne continuation et à très bientôt.